pour toi, c'est quoi la différence entre angor et syndrome coronarien? Tu peux t'exprimer. L'angor, il est compris dans le syndrome. Syndrome, ça regroupe plusieurs symptômes du thorax. Et l'angor, c'est vraiment le fait de. C'est un symptôme spécifique. D'accord. Angor, c'est la douleur angineuse. C'est la douleur qui évoque une origine coronarienne. D'accord? Le syndrome coronarien, c'est l'ensemble des symptômes qui évoquent l'origine coronarienne. Dans le syndrome coronarien, ça peut être une douleur, et ça peut être un équivalent angineux, ça peut être la dyspnée des corps, et ça peut être par exemple une ischémie silencieuse, qui se manifeste par exemple d'emblée par un choc cardiogénique ou une compensation cardiaque. Ça rentre dans le cadre des syndromes coronariens. Et on a les syndromes coronariens aigus et les syndromes coronariens chroniques. D'accord? On a l'angor stable, on a l'angor instable. On va essayer de voir tout ça. Donc, on a deux grands chapitres. On a les syndromes coronariens chroniques et on a les syndromes coronariens aigus. Le syndrome coronarien chronique, c'est une nouvelle entité. Là, ça fait à peu près 5 ans qu'on parle du syndrome coronarien chronique. Avant, on parlait d'angor d'effort, juste la douleur angineuse à l'effort. Vous connaissez les caractéristiques de douleur angineuse à l'effort. L'angor d'effort, c'est la douleur qui dure moins de 20 minutes, qui doit disparaître en 1 minute après l'arrêt d'effort, donc bien suite à l'application de soins. C'est une douleur qui va durer au moins 1 mois. Donc ça, c'est l'angor d'effort. Après, on s'est rendu compte qu'on a des atteintes coronariennes, mais sans douleur thoracique. Par exemple, un patient qui vient pour une dyspnée d'effort, mais ça peut être d'origine coronarienne. Donc on se dit, on va regrouper cette entité dans les syndromes coronariens chroniques. Donc dans le syndrome coronarien chronique, on a l'angor stable, on peut trouver la dyspnée d'effort, et bien ça peut être une ischémie silencieuse. Quand vous faites par exemple le cours d'insuffisance cardiaque, on vous dit la première cause d'insuffisance cardiaque, c'est quoi? Vous avez fait le cours d'insuffisance cardiaque ou pas? Syndrome coronarien. C'est la cardiopathie ischémique. D'accord? Donc c'est la coronaropathie, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque. Donc on peut découvrir une coronaropathie suite à une décompensation cardiaque. Donc là, c'est les syndromes coronariens chroniques. Et il y a le syndrome coronarien aigu. En fait, ce sont des manifestations aiguës d'ischémie myocardique. L'ischémie myocardique, c'est la souffrance myocardique d'origine ischémique, c'est-à-dire il y a un déséquilibre entre l'apport et le besoin du myocarde. Et dans le syndrome coronarien aigu, c'est un spectre. On commence par l'angor instable versus angor stable, et on a tout ce qui est SCA, ST-, et on a par la suite SCA, ST+. D'accord? Donc là, c'est tout un spectre, et surtout dans le syndrome coronarien aigu, on a la pathologie la plus grave, c'est le syndrome coronarien aigu ST+. ST+, c'est le SCA avec ce décalage persistant du segment ST, c'est l'occlusion coronaire. Et après, on a l'ST-, c'est le SCA, ST-. Si vous avez une troponine qui augmente, c'est l'infarctus. Ça, c'est un SCA, ST- tropo plus. Quand on dit ST-, ça veut dire c'est non ST+. On parle du langage ST-, en général, c'est non ST+. Et si vous avez les troponines qui ne sont pas augmentées, c'est l'angor instable. D'accord? En termes de gravité, on passe de l'ischémie silencieuse, l'angor stable, puis l'angor instable. L'IDM sans sus-décalage, c'est le SCA, tropo plus. Et l'ILM avec sus-décalage, c'est le SCA, ST+. C'est l'urgence de revascularisation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est l'ischémie silencieuse? L'ischémie silencieuse, c'est d'avoir des artères coronaires rétrécies sans manifestation clinique. Donc le cœur souffre, c'est l'ischémie, et silencieuse parce qu'il n'y a pas de manifestation. Et ces patients-là, par exemple, peuvent être découverts suite à un examen systématique avec une dysfonction végétale. La première cause de dysfonction végétale, c'est la cardiopathie ischémique. On fait la coronarographie, on trouve des artères coronaires occluses. C'est clair ou pas? Là, c'était pour que je vous situe un peu dans la pathologie. On va voir des cas cliniques par la suite.
Bonjour. Tu t'appelles comment? J'espère que c'est pas lui qui l'a Tu vas participer, celle-là. C'est la Alexis. Est-ce que c'est clair? Bon. C'est le même tableau, mais là on va reprendre sur le plan anatomo-pathologique. Ah, j'adore. On passe d'une artère normale, ça c'est l'athérosclérose. On passe d'une artère normale, et avec l'âge on commence à avoir des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome apparaissent à partir de l'âge de 20 ans à peu près. Et plus on a des facteurs de risque cardiovasculaires, on va avoir des plaques qui augmentent de taille. C'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaire? L'âge, tabac, Modifiable. tabac, psychosociaux, D'accord. diabète, Il a dit. sédentarité, tout ça. D'accord. Arrête de Il te bêter. reste deux Exprime-toi. symptômes. Essaie de t'exprimer. Tabac. Obésité, diabète, HTA. Hypercholestérolémie. C'est pas du Ouais, c'est ça. Parce que là, tu as cité 6. En fait, on a des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a les modifiables et non modifiables. Les majeurs en termes de risque, diabète, HTA, tabac, hypercholestérolémie. D'accord. Après, on rajoute dyslipidémie, obésité, sédentarité, on a les facteurs psychosociaux, l'insuffisance rénale chronique, ça peut entrer. Mais en termes de facteurs de risque, c'est pas le même niveau de risque. D'accord. Et après, on a les facteurs de risque non modifiables. Adrien, c'est quoi les facteurs de risque non modifiables? Hypercholestérolémie familiale, l'âge, Âge, le sexe, et l'hérédité coronale. D'accord. Voilà, ça sont les facteurs de risque. Si on a des facteurs de risque cardiovasculaires, on a une progression rapide des plaques de cholestérol. Donc, comme tu as dit, si on a une hypercholestérolémie familiale, on va avoir des plaques de cholestérol à partir de l'âge de 30 ans. Pour l'hypercholestérolémie familiale homozygote, ce sont des manifestations pédiatriques. 1 an, 2 ans, avec un AVC, infarctus, peut-être 4 ans, 5 ans. L'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, ça apparaît à partir de l'âge de 30 ans. Donc, ce sont des infarctus chez les jeunes. D'accord. Quand on atteint une sténose coronarienne de 70% à peu près, on va avoir des manifestations ischémiques. D'accord. Soit le patient devient symptomatique, soit on fait des tests d'effort, et à ce moment-là, on va démasquer l'ischémie. Tout ça, c'est le syndrome coronarien chronique. C'est la pathologie stable. Les critères d'instabilité, pour passer au syndrome coronarien aigu, c'est la rupture de plaque. Donc là, on a une plaque qui est avec une chape fibreuse qui est complète. Et là, on a une rupture de la chape fibreuse. Quand vous avez une rupture de la plaque, il va y avoir une exposition du matériel intraplaque qui est prothrombogène. Donc on active l'hémostase primaire, l'activation, l'adhésion plaquettaire et l'agrégation plaquettaire. Par la suite, c'est l'hémostase secondaire. On va avoir le clou rouge, c'est le thrombus rouge. Donc on peut avoir une occlusion totale de l'artère. Si l'occlusion est totale, c'est le SAS sténus. Donc là, c'est l'urgence, il faut reperfuser les patients. Si l'occlusion, si on a juste une obstruction partielle, là en fait on garde un petit flux sanguin qui passe dans l'artère, donc l'ischémie elle est au moindre effort. Ça peut être au repos, ça peut être au moindre effort. Là, sur le plan ECG, on a un sus-décalage du segment ST, et à ce niveau, on n'a pas de sus-décalage du segment ST. Quand on a un sus-décalage du segment ST, ça veut dire qu'on a une artère complètement occluse. Quand on n'a pas de sus-décalage, ça peut être un sous-décalage, des anténégatives ou bien des antélantes. À ce moment-là, on a une artère qui est à peu près à 90-95%. Ok? C'est clair ou pas? Oui. Tu t'appelles comment? Yéfim. Yéfim.
Comment? Ils vont tous participer. Il y a plein de questions. Alors, le premier cas clinique. Qui veut commencer par Alexis. Alexis, je crois. Alexis. Alexis. Ah oui, c'est pas grave, ok. Alexis. J'ai pas fait l'item, c'est. Comment? Oui, c'est pas grave. Là, on va découvrir ensemble. C'est bien. C'est quoi la question? Enfin, T'as relevé quoi comme facteur de risque, par exemple? bah, le fait que ce soit un fumeur, la dyslipidémie. Puis c'est. Là, Ah ouais, c'est là. masculin. L'âge 60 ans, c'est au-dessus de combien 55. 55 Ok. ans. Il faut que ce soit un homme. 50 ans, c'est 65 pour les hommes. Chez les femmes, c'est un peu plus. Ouais. Il y a une hypertension. Est-ce qu'on peut dire que les patients sont hypertendus? Oui. Est-ce que vous retenez l'HTA à partir d'un seul chiffre déjà? Ah non, ok. Comment ça? Plusieurs Là, mesures. c'est vrai, pendant Ah, la consultation aux urgences, il y a des chiffres tensionnels élevés. Il faut faire gaffe, on peut avoir des chiffres tensionnels élevés dans un contexte d'urgence, un patient qui a mal, on peut avoir des chiffres tensionnels élevés. Donc, quand vous allez faire une litanie d'HTA, on ne retient jamais l'HTA sur un seul chiffre. D'accord? Surtout dans des situations d'urgence. Ok. Et toi, c'est quoi le syndrome? Pour toi, c'est quoi le syndrome? bah là c'est un. Bah, angine de poitrine. Je dirais juste ça en vrai. Angine de poitrine, juste pour vous, par abus de langage, c'est longueur d'effort. C'est l'angine de poitrine, c'est longueur d'effort. Ah, ok. Bah là c'est au repos, j'ai l'impression. Ça, c'est au repos. Du coup, on est dans le cadre du SCA, syndrome coronarien aigu. Parce qu'on a des douleurs thoraciques qui sont brutales. Pour dire que c'est un longueur stable, il faut au moins 28 jours. Ce serait 1 mois à 2 mois. De douleurs thoraciques avec des critères stables, le même seuil d'ischémie, c'est le même niveau d'effort pour retenir longueur stable. Un patient qui vous consulte pour la première fois pour une douleur thoracique brutale, c'est toujours un ICA. D'accord? C'est une douleur médiothoracique, à type d'étau, qui irradie dans le bras gauche, sans position antalgique. Vous connaissez quoi comme position antalgique pour d'autres douleurs thoraciques? Antéflexion. Antéflexion, ça t'évoque quoi? Péricardite. Péricardite. Ça marche. Chien de fusil pour la douleur thoracique? Donc voilà, pour vous, c'est le diagnostic de gravité, c'est le SCA, c'est le syndrome coronarien aigu, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as des critères de gravité au niveau de l'examen clinique? Quel critère de gravité serait possible ou là, Voilà. là bah, l'irradiation, je sais pas si ça compte. Ok, bah je sais Au pas. niveau des constantes? Bon. Non, il n'y a rien de choquant. Ok. Pourquoi ils ont cherché la tension au niveau des deux bras? Pour voir s'il y a une asymétrie. Parce qu'il faut penser à la dissection aortique. Bravo. Ok. En général, pour les patients qui viennent pour un syndrome coronarien aigu, l'examen est quasiment toujours normal. Il n'y a pas beaucoup de. Ce ne sont pas des présentations compliquées. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, que ce soit associés, que ce soit un douleur abdo, que ce soit à l'ADN. Le syndrome coronarien pur, en général, c'est juste une occlusion artérielle coronaire ou bien une rupture de plaque. Tout le reste, on a un examen normal. D'accord? En général. Sauf si les cas compliqués sont à peu près à 10 à 15% des cas. Samir. Là, quels sont les diagnostics à évoquer devant cette douleur thoracique?
infarctus du myocarde, dissection aortique, embolie pulmonaire et péricardite. Péricardite. Et le moyen mnémotechnique, c'est le pied thoracique. Donc c'est le pied thoracique, toujours devant une douleur d'apparition frontale, il faut penser au pied thoracique. D'accord. Là, ce sont les diagnostics de gravité. Après, on peut avoir le pneumothorax, ça fait une douleur thoracique. C'est pas du tout la même présentation. D'accord. Quel est l'examen que vous avez demandé en première intention? Le CG. Très bien. Voilà, c'est le CG. On va faire un peu à droite. Qui veut interpréter le CG? De ce côté. Moi je veux. Si, celui qui est là. Vas-y. Rappelle-moi, tu t'appelles comment? Je sais pas. Adrien. Le Bradykardie, comment tu définis le Bradykardie? C'est un peu limite quand on va dire. Ok. Sinusale, on va l'entrée. Même si vous ne voyez pas l'entrée dans toutes les dérivations, il suffit de l'avoir dans une seule dérivation. C'est un rythme sinusal. Parce que là, tu vois, en D2, D3, on ne voit pas l'entrée. D'accord. Il suffit de l'avoir sur une seule dérivation. C'est un rythme sinusal. AVF. On n'interprète jamais l'AVR, mais il faut retenir. C'est AVF et DA. Donc ta conclusion. Restez. Vous êtes tous d'accord? Tous? J'ai pas très bien entendu. J'ai pas entendu ce qu'elle a proposé. Il a dit SCAST plus en inférieur avec miroir en latéral haut. Ouais. Rien à rajouter? Non. En V1, V2, V3, est-ce qu'il y a un sous-décalage? Oui. On fait 2 V2. On fait 3. Oui. V2, il y a. Ah, V3 aussi, là. Donc on a un sous-décalage en antéroceptal associé. En général, le sous-décalage en antéroceptal, c'est le miroir du territoire postérieur. Donc si on fait le CG 18 dérivations, on va trouver un sous-décalage associé en V7, V8, V9. D'accord? Tu t'appelles comment toi? Clémence. Alors Clémence, quand on a une cardiopathie ischémique, la coronariopathie, on a une rupture de plaque. Dans le cas où ça manque moins grave. Nous, on essaie de chercher l'artère coupable, là où il y a la rupture de plaque. Et chaque artère, la respiration coronarienne, elle est type terminale. Donc si on a une occlusion au niveau d'une artère, il y a une souffrance de tout le territoire correspondant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de collatéralité. D'accord? Donc, ça définit des territoires. Toute lésion coronaire, elle va toucher un territoire bien circularisé. Et les territoires qu'on a, on va les voir après. On a le territoire inférieur, on a le latéral, V5, V6, D1, c'est latéral, V5, V6 c'est latéral haut, latéral bas, pardon, D1, V c'est latéral haut, de V1 à V4 c'est l'antérocepteur apical, si on rajoute le latéral, ça devient l'antérocepteur, c'est l'antérocepteur. D'accord? Donc c'est très important, quand on a une occlusion artérielle ou bien un rétrécissement, il va y avoir une souffrance dans un territoire systématique. Pour localiser la souffrance, il
faut chercher un sus-décalage. Si on trouve un sus-décalage, ça veut dire qu'on a une souffrance dans le territoire, par exemple là, on a une souffrance dans le territoire inférieur. Ça veut dire qu'on a une occlusion de l'artère, en général de la coronaire droite. Ce qui correspond au sus-décalage. Et avec chaque sus-décalage, on a un sous-décalage. Le sous-décalage, c'est l'image en miroir. Donc c'est le territoire opposé. Par exemple, dans ce cas, l'inférieur, c'est le territoire latéral. On va avoir un sous-décalage dans le territoire latéral. On a un sus-décalage en basal, c'est le décès de 9, et le miroir, ça va être l'antéroceptal. Donc, pour localiser l'ischémie, c'est toujours le sous-décalage. Et il faut chercher un miroir pour dire que c'est vraiment un sous-décalage ischémique. Parce qu'on peut avoir un sous-décalage dans l'ischémie, par exemple dans la péricardite, donc on n'a jamais de sous-décalage dans le péricardite, pas de sous-décalage, il n'est pas systématisé, sans miroir. Le miroir, c'est le sous-décalage qui accompagne le sous-décalage. D'accord? Ça, c'est pour le SCAST+. Par contre, pour le SCAST-, quand on n'a pas de sous-décalage, il faut le retenir, si on a un sous-décalage isolé, c'est là où il y a l'ischémie. D'accord? Donc en priorité, quand il y a un sus-décalage, ce sous-décalage correspond à l'ischémie. Quand il n'y a pas de sus-décalage, il n'y a qu'un sous-décalage dans le cas d'un SCAST-. Le territoire du sous-décalage, c'est le territoire d'ischémie. D'accord? C'était vous avez répondu à la question. Parfait. Pour différencier le ST+, et le non ST+, c'est juste si Non. Le ST+, ça veut dire sus-décalage du segment ST. Donc, quand on parle de ST-, il n'y a pas de sus-décalage par définition. ST-, c'est non ST+. Mais sauf que par exemple sur CSECG, s'il y avait eu juste les sous-décalages en V1, V2, V3 et qu'on n'avait pas eu V7, V9, on n'aurait pas pu savoir si c'était un ST+ ou un ST-. Exactement. Bravo. C'est bien ça. On a pas mal en fait qui passe à côté d'un sous-décalage en basal parce qu'en fait ils n'ont pas la notion qu'on n'a jamais de miroir. On n'a jamais de sous-décalage isolé en V1, V2, V3. C'est toujours un miroir d'un basal. Avant-hier, on a un patient aux urgences qui est resté aux urgences 12 heures. Il est venu avec les signes, il avait un petit sous-décalage antéroceptal, il est resté 12 heures aux urgences, il a déjà nécrosé, parce qu'on n'a pas fait les dérivation. Et après, le lendemain, ils ont fait le CGT de dérivation, ils ont trouvé une autre nécrose en basal. C'est clair? Oui, Alexis. Le système de miroir, c'est que en cas d'ischémie ou aussi de pathologie? Que l'ischémie, que l'ST+. Et donc là, c'est dans Donc, rythme sinusal, un sus-décalage en intérieur avec miroir en latéral haut, et j'ai mis entre parenthèses l'antéroceptal, parce que c'est le miroir du basal. D'accord? Donc, les types de sus-décalage, ça vous le savez, vous l'avez vu, je pense, pas mal de fois. Un sus-décalage convexe, ascendant, horizontal ou descendant sont des sus-décalages qui évoquent l'ischémie myocardique. D'accord? Là, ce sont les sus-décalages ischémiques. Un sus-décalage non ischémique, non pathologique, par exemple dans l'hypercardite, il est concave. D'accord? Un sus-décalage concave vers le haut, en général, c'est soit péricardite, soit une repolarisation précoce. Par contre, si vous avez un sus-décalage plutôt convexe, ascendant, horizontal, ascendant, c'est un sus-décalage ischémique. Quand est-ce qu'on retient un sus-décalage? Moi, je vous demande de retenir ces seuils-là, 2 mm en V2, V3, parce que V2, V3 sont des dérivations les plus proches du cœur. Donc, on a une amplitude assez élevée. Donc, c'est 2 mm. Les autres dérivations, c'est 1 mm. Et les dérivations basales, c'est 0,5 mm. D'accord? C'est clair ou pas? Je ne vous demande pas de retenir votre place. 2 mm en V2, V3, puis 1 mm. Les territoires.
Ah, ils veulent participer? Avec plaisir. Allez. Bon. La définition d'un territoire, comment on définit un territoire? Tout à l'heure, on a dit, pour l'anatomie coronaire, en fait, c'est le truc terminal. Si on a une occlusion artérielle, en fait, il n'y a pas de collatéral, du coup, ça va intéresser tout un territoire au niveau du muscle impératif. À l'ECG, on définit le territoire, c'est au moins 2 dérivations continues. Et là, on va définir les dérivations continues. V1, V2, V3, V1, V2, V3, quel territoire? À ton avis? Tu peux demander d'aide. C'est l'entéroceptal, bravo. C'est l'entéroceptal. Pourquoi c'est pas l'apical? C'est B4. Parce que l'apical, c'est B4. B4, il est en regard de l'apex. D'accord? Donc si on rajoute B4, ça devient l'entérocepto apical. C'est clair pour vous ou pas? V5, V6. Quelle partie du latéral? Tu vois, en vert, tu as V5, V6, derrière le non. Ou bas. Donc là, c'est latéral. Bas. C'est latéral bas. Derrière LL, c'est latéral haut. Et les deux, V5, V6, derrière LL, c'est le latéral. Et si on associe V1, V6 plus derrière LL, c'est l'antérieur étendu. Et c'est quelle artère? Quelle est l'artère qui passe dans le sillon interventriculaire antérieur? La gauche. Interventriculaire antérieur. On est d'accord. Ça ne peut pas être la cornée droite, ça ne peut pas être la circonflexe. D2, D3, AVF. On voit ça. Tu vois, D2, D3, AVF. C'est l'inférieur. C'est pas le temps inférieur. En général, c'est quelle artère? Corner droite, non? Cornère droite. Dans 70 à 80% des cas, c'est la cornère droite. Et là, c'est la notion de dominance. En fait, cette paroi inférieure, elle est soit vascularisée par la cornère droite dans 70% des cas, parce qu'elle donne l'interventriculaire postérieur, soit c'est la circonflexe qui donne l'interventriculaire postérieur, et du coup, ça donne un territoire inférieur. Donc, à peu près 70 à 80% des cas, cornère droite, 20% des cas, circonflexe. Le V7, V8, V9, c'est le territoire basal ou postérieur. Et V3R et 4R, normalement à ce niveau, c'est le ventricule droit. D'accord? L'artère coupable. On parle toujours d'artère coupable. Quelle est l'artère responsable de l'infarctus? Parce qu'on a dit syndrome coronaire aigu, c'est une rupture de plaque. Mais elle se situe à quel niveau? Si c'est le territoire antérieur, si on a toujours la participation de V1 à V4, c'est l'IVA. Le latéral, ça peut être l'IVA avec sa diagonale, ou bien la circonflexe. L'inférieur, c'est la cornère droite ou CX. Postérieur ou basal, c'est CX ou cornère droite. Le ventricule droit, il est toujours vascularisé par la cornère droite. D'accord? On ne peut pas avoir un infarctus du myocarde avec extension au ventricule droit sur un infarctus antérieur. Parce que c'est l'antérieur, c'est l'IVA. Et c'est le ventricule gauche. Par contre, le ventricule droit, c'est toujours la cornère droite. Et l'image en miroir. L'antéroceptal, c'est en inférieur. Le latéral, l'image en miroir est en inférieur. Le sus-décalage en inférieur, ça donne une image en miroir latéral haut. Le postéro-basal, ça donne une image en miroir en antéroceptal. Il y a une question sur l'anatomie comme ça. C'est pas dans les collèges, mais est-ce que vous pouvez en poser pendant les partiels? Moi, je pense pas. C'est pas grave. Normalement, c'est acquis. Normalement, c'est acquis. En fait, s'il y a une question, l'année dernière, j'ai posé une question. Tu as raison. Et c'était l'artère coupable sur un infarctus antérieur. Il faut le savoir. L'artère coupable. Mais je ne veux pas vous demander sur l'IVP ou la CX.
faut que ce soit un truc vraiment clair. Un infarctus antérieur, il faut savoir que c'est le même. Ok? Oui. Pour l'infarctus antérieur, Oui. le ventricule droit, il est bien en antérieur. Pourquoi c'est pas lui qui est touché? Il n'est pas revascularisé par l'IVP. Le ventricule droit, il est revascularisé par la coronaire droite. Pourquoi on parle d'antérieur alors? Comment? Pourquoi on parle d'antérieur? En fait, ça représente quoi le territoire antérieur? C'est ça la question. C'est sur l'ECG, c'est la partie antéro-latérale du cœur. D'accord. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, l'IVA, il va revasculariser les artères, le septum, et la partie antérieure du ventricule gauche et la partie latérale du ventricule gauche. Ouais. D'accord. Le VD, c'est toujours la coronaire droite avec ses branches de la marginale du bord droit. D'accord. Est-ce que vous pouvez retenir le diagnostic de SCA avec sus-décalage persistant du segment ST selon l'ECG? Oui. Moi j'avais une question sur l'indication de l'ECG type dérivation. Quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est en systématique d'une douleur thoracique? Parce que généralement on a peu de dérivation et ça arrive comme ça. Donc dans quel cas il faut pousser un type dérivation? Alors, si tu suspectes un syndrome coronarien aigu, il faut faire un ECG de 12 dérivations pour commencer. D'accord? Toujours. Si tu as un sus-décalage à l'ECG, tu n'es pas obligé de compléter de dérivation. Ça sur le plan pratique. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Par exemple, pour notre patiente ou patient, on a notre diagnostic. On a le sus-décalage en inférieur. Ça ne va rien rajouter si on dit on a un sus-décalage en basal associé. Ça sert à rien. Sur le plan pratique, tu vas déclencher un protocole pour un SAST+, la poro et par la suite l'angioplastie. D'accord? Tu vas juste perdre du temps et immobiliser ton patient. Là, tu as le diagnostic. Par contre, si on avait le même ECG avec juste le sous-décalage en antérocentrale, ou bien tu suspectes vraiment un SCA mais tu n'as pas de trouble de la repolarisation, tu complètes par 18 dérivations. D'accord? C'est pour un patient qui se présente pour un SCA. Si tu as une douleur thoracique atypique, tu n'es pas obligé de faire un ECG de 18 dérivations. D'accord? En fait, l'indication dans les recommandations de l'ECG de 18 dérivations, c'est toujours une suspicion d'un infarctus du ventricule droit ou un infarctus basal. C'est ça les recommandations. On commence toujours par 12 dérivations, et par avec 18 dérivations si on suspecte un infarctus basal. Du coup, un cas non ST plus avec une protéine augmentée, par 18 dérivations. Ouais. Parce qu'en fait, tu es sûr que c'est quasiment c'est coronarien, mais sur les 12 dérivations, tu n'as pas de signe d'ischémie, il faut chercher en basal. Parce que parfois, on a un sus-décalage en basal et on n'a pas vraiment de signe franc à l'ECG. C'est bon? Alors, est-ce qu'on peut retenir le SAST+, syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST? Non. Qui dit oui, qui dit non? Qui dit oui? Qui dit non? Et les autres? Comment? Persistant. Oui ou non? Non. Quand est-ce qu'on dit sus-décalage persistant du segment ST? C'est long. Comment? Après la trinitrine. Vous êtes d'accord ou pas? En fait, il faut donner la trinitrine parce que le sus-décalage, cette occlusion peut être secondaire à un spasme coronarien. Donc quand tu vas donner des dérivés d'effet, ça peut lever le spasme et on récupère le flux coronaire. D'accord? Donc il faut donner la trinitrine. Si vous dites j'ai un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, dire persistant, c'est après la trinitrine. C'est ça le critère pour dire persistant. C'est pas clair, Clémence? Donc voilà. Mais il faut faire très attention avec la trinitrine si vous avez un patient qui a une hypotension, parce que les dérivés nitrés peuvent baisser la tension, parce que ça entraîne une vénodilatation, et ensuite ton patient peut être en état de choc. Attendez-vous la biologie pour la prise en charge thérapeutique? Non. Non. Ça sert à rien de faire la créate. Comment vous allez prendre en charge ce patient?
Reperfuser. La revasculariser. Revasculariser, comment? Coronarographie. Il va y avoir une injection de produit de contraste. Est-ce qu'on attend la créate ou pas? On revascularise en urgence. Il va mourir là. On le revascularise en urgence. Oui. Mais tu vas abîmer ses reins. Ah, mais il y a une nécrose de son cœur. En fait, c'est un risque vital. Donc, en fait, on n'attend pas la créate, on n'attend pas la troponie, parce qu'on est quasiment sûr que la troponie va être élevée. C'est un infarctus. Parce qu'en fait, quand il y a un sus-décalage, il y a toujours une occlusion artérielle. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 4 ou 6 heures pour que la tropo augmente pour dire que c'est un infarctus. D'accord? Donc, non, mais il faut prélever le patient. On prélève le patient, on n'attend pas le résultat. Donc là, juste un petit récap. Vous avez le patient qui consulte pour douleur thoracique. Vous suspectez un syndrome coronarien aigu. Ce qu'on fait, on fait un ECG qui nous permet de retenir le sus-décalage persistant du segment ST. Là, on est sûr qu'on a une occlusion artérielle. Donc, on va faire de la reperfusion coronarienne. On retient l'ST+. En anglais, c'est STEMI. Vous allez voir en fait STEMI ou NSTEMI. C'est ST Elevation du Cardiac Arch. Okay. Donc là, il faut reperfuser votre patient. Là, c'est un tableau récapitulatif. La différence entre SCA ST+, et SCA non ST+. Par abus de langage, on dit SCA ST-. SCA ST- ne veut pas dire que c'est un sous-décalage. C'est non ST+, je répète. La douleur thoracique, elle est prolongée, supérieure à 20 minutes. À l'ECG, on a un sus-décalage du segment ST. Vous faites la trinitrine, on a une persistance de la douleur et du sus-décalage. L'ischémie, elle est aiguë transmurale, et sur le plan de la patte, on a une occlusion artérielle avec un thrombus fébrilotrique. Qu'est-ce qu'on fait si par exemple on fait une coronarographie pour déboucher l'artère et qu'on se rend compte que du coup il y a une insuffisance rénale sévère ou que par exemple le patient est dialysé et ça se voit avec sa fille de dialyse? Est-ce que du coup on prévoit une dialyse juste après ou est-ce qu'on fait un rôle? Qu'est-ce qu'on fait quand finalement on se rend compte que la créate est... D'accord. Donc, on est d'accord qu'il faut faire la coronarographie, qu'il faut faire un jet du contraste, parce que c'est un risque vital. Si tu ne fais pas la coronarographie, c'est la nécrose myocardique, et ton patient risque soit le décès, soit les autres complications, c'est le choc cardiogénique, soit l'insuffisance cardiaque, soit les complications rythmiques. Donc on est d'accord, il faut utiliser le produit de contraste. Quand tu vas injecter le produit de contraste, la nécrose tumulaire aiguë, l'insuffisance rénale secondaire à l'injection de produit de contraste, c'est le type nécrose tumulaire aiguë. Elle n'est pas certaine, déjà. Même si tu as un patient qui a 200 ou 300 de créate, elle n'est pas certaine. Les indications de la dialyse en urgence, c'est soit sur des indications de surcharge, si ton patient se met en OAP, parce que le produit est hyperosmolaire. Donc s'il se met en OAP, oui, il faut faire la dialyse. J'ai un patient insuffisant rénal. Si tu as une acidose, à ce moment-là, tu dois dialyser. Tu ne vas pas dialyser juste une insuffisance rénale aiguë. Il faut avoir des critères de dialyse sur le pH, la surcharge et la qualité. D'accord? En dehors de tout ça, bah, tu surveilles ton patient et tu parles. D'accord? Sinon, si tu as un patient qui est déjà dialysé, s'il ne se met pas en surcharge, il fera sa dialyse le jour, en général, c'est un jour sur deux. Mais on peut dialyser comme ça juste une fois et terminer? Maintenant, quand on a fait une Ouais, parfois oui. Tu vois, sur une indication d'un pH acide ou une hypercalémie, après tu arrives à gérer ton patient de façon médicale, il n'y a aucun souci. En général, ce type de patients, ils sont en réa, ils les branchent facilement. Et voilà. Là, c'est le SCA-ST+, c'est l'occlusion artérielle, c'est le sus-décalage à l'ECG. Et on a le SCA-ST-, c'est le non-ST+, en général, ce sont des douleurs qui sont spontanées, à des efforts modérés, transitoires. À l'ECG, on a tous les signes, sauf le sus-décalage persistant. Donc on peut avoir un sus-décalage, mais qui n'est pas persistant. Et du coup, c'est non-ST+. Donc vous avez un patient qui consulte pour de l'ortho avec un sus-décalage, vous donnez la trinitrine, une régression du sus-décalage, ce n'est plus un ST+, c'est un non-ST+.
parce que le sous-décalage n'est pas persistant. D'accord? Et c'est ce cas-là, qui arrive spontanément après trinithrine. Sinon, on peut avoir un sous-décalage persistant ou transitoire, des aminés dans le T, ou bien parfois un CG normal. Et du coup, comment on différencie un SCA non ST+ d'un membre principal? C'est une autre question. SCA ST+, on a encore instable. Non, non ST+. Non ST+. En fait, dans le SCA non ST+, il y a deux cas de figure. Soit on a une troponine élevée, soit une troponine négative. Donc dans instable, c'est SCA non ST+, troponine négative. Il n'y a pas eu d'infarcissement. Et dans ce cas, on fait la stratification du risque. La stratification du risque passe par la troponine en premier. Donc, le patient a eu une dose de charge. Vous êtes d'accord? On donne 2 antiagrégants. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a l'hémostase primaire à bloquer. Donc c'est double antiagrégation. C'est l'acide acétylsalicylate, c'est l'aspirine, et un anti-P2 12. D'accord? En l'occurrence, dans les SCA, on utilise ticagrelor et prasugrel. Pas de clopidogrel dans les SCA de première intention. Et on donne de l'héparine. Ça, c'est pour inhiber l'hémostase secondaire. C'est la coagulation profonde. Vous êtes aux urgences du PV. Le temps estimé pour une salle de coro, c'est 30 minutes à peu près, soit un mondeur, soit pitié. Donc, quelle est votre stratégie? On fait comment? Tout à fait comment? Thibaut. La même parce qu'on est en dessous de 120 minutes. Ouais. En fait, on a un délai de 120 minutes. Si on peut faire la coronarographie plus angioplastie, en moins de 120 minutes, à ce moment-là, on fait la coronarographie. Sinon, on est obligé de thromboliser. D'accord? Ça, vous le savez, 120 minutes. Et les contre-indications à la thrombolyse, en général, c'est une question d'examen. D'accord? Vous connaissez les contre-indications à la thrombolyse? Bon, t'attends le SAMU pour transférer le patient, par exemple, on va dire à la pitié. D'accord? Et l'infirmière vous appelle car le patient était en sueur et il était bradycarde. Qui veut interpréter le CG? Qui a déjà une IGAZ? Quand on a une bradycardie, qu'est-ce qu'on doit suspecter? Un bloc. Un BAV, un bloc auriculoventriculaire. Qui voit un bloc auriculoventriculaire Mobitz 1? Non. Qui voit un premier degré? Qui voit un Mobitz 2, deuxième degré Mobitz 2? Non. Qui voit un BAV 3? Ça fait peur. Qui voit un BAV3? Levez la main. Ouais. Vas-y. Je te laisse interpréter. Quand tu veux. Alors, quand on parle de BAV3, il y a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Donc on va avoir plus d'onde P que de QRS. Juste on voit pas l'onde qui s'est sauté, mais peut-être qu'elle est après. Là, à chaque fois on voit un allongement. Ouais. Mais est-ce que, en fait, dans le BAV3, c'est une dissociation? C'est une dissociation. Donc, le ventricule se contracte avec un rythme, par exemple, à 30 ou à 40, et nous s'en fout des oreillettes. D'accord? Donc,
Donc, est-ce que tu as un rythme de QRS régulier? Est-ce que l'espace RR est régulier? Il est régulier. D'accord? Et l'espace PP est régulier. Donc en fait, il y a une dissociation entre les deux. Si c'était un allongement progressif, en fait, tu vas avoir juste une onde P bloquée, et après on reprend P, QRS. P, QRS avec un allongement progressif jusqu'au blocage de l'onde P. Donc ça va être un rythme irrégulier, avec un allongement progressif. C'est clair, Adrien? Regardez. Mais là, l'espace PP, il est régulier du coup? Ouais. L'espace PP, tu vois. Tac, tac. Là, tu vas avoir une onde P à ce niveau, une onde P, une onde P, une onde P, une onde P. Ah, ok. Ok. Parce qu'en fait, à un certain moment, tu as une fusion entre l'onde P et le QRS. Une fois, c'est un des signes de BAV complet. Si vous avez une onde P dans le QRS, c'est une dissociation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre l'onde P et le QRS. C'est clair? Oui, merci beaucoup. Comment on fait pour faire la différence entre une onde P et une onde P après le QRS apparaît? C'est à quel niveau? Là, par exemple? Oui. Là, tu vois, c'est pas normal d'avoir une deuxième onde positive, alors que là, c'était normalement, c'est le segment ST. Là, tu as une onde. Si tu la suis à ce niveau, c'est la même onde. Si tu prends un papier et tu marques les ondes P, tu vas trouver c'est le même espace PP entre les différentes ondes P. Et l'onde T, elle est à ce niveau. Il faut toujours un espace, c'est l'intervalle QT, avant les ondes T. Alors que là, tu as l'onde T, et là, tu as une deuxième onde, c'est l'onde P. Et c'est un BAV3. C'est la dissociation en recul ventriculaire. Est-ce que c'est grave? Oui. Oui. Je crois qu'il y en a un infarctus en même temps avec. Ah, c'est le même patient. Ah, ok. Non, mais c'est un cas réel. C'est le même patient qui a l'infarctus inférieur et qui s'est compliqué en fait de BAV. D'accord? C'est parmi les complications immédiates des infarctus. On fait quoi? T'es sûr? Ah. Dans le contexte ischémique, c'est pas conseillé parce que ça crée une hyperexcitabilité. D'accord? Donc tu commences par l'atropine. Et si ça marche pas? Ouais. Non, c'est ça. En fait, vous utilisez l'atropine. En général, pour les infarctus inférieurs, c'est l'atropine. Ça marche pas. Le mécanisme est vagal dans l'infarctus inférieur. D'accord? Par contre, si c'était un infarctus antérieur, en fait, il va y avoir une lésion au niveau du septum, donc une rupture du faisceau du vis. Donc c'est un PAV lésionnel. Donc quand tu vas donner de l'atropine, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, tu as une atteinte au niveau du faisceau. À ce moment-là, il faut une stimulation. La stimulation peut être temporaire, et par la suite, il faut mettre temporaire transcutané. Si vous êtes aux urgences, il faut mettre les patchs sur le défibrillateur et le mettre en mode stimulateur. Donc ça va stimuler. Et le patient va être secoué à chaque fois. Mais ça permet de le stimuler en attendant de mettre une sonde d'entraînement électrosystolique. C'est comme le pacemaker, mais temporaire. D'accord? Là, on a entendu conduite atomique, c'est l'atropine. On peut avoir d'autres complications type troubles conductifs. On a les PSA, le bloc sino-atrial. En général, c'est toujours dans les infarctus inférieurs. Et le BAV, il est nodal dans l'infarctus inférieur, parce que le mécanisme est vagal. Sinon, c'est un mécanisme lésionnel, et là, c'est surtout l'infarctus antérieur. Voilà, le patient arrive en colonographie. Quand vous commencez l'examen, il est présent à la récréation. Et là, c'est sans but. C'est un retouchable? Oui. Oui. Quels sont les deux retouchables? PV et RV.
TV et PV. Donc fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire. Ce sont les deux rythmes chocables. Vous connaissez quoi comme rythme non chocable? La systolie. Il y a un deuxième rythme. La FA La FA Non. La FA, ça donne pas un arrêt cardiaque. Flotteur. Comment? Flotteur actif. Flotteur. Oui, Parkinson, oui. C'est pas faux. Là, c'est un rythme chocal. En fait, donc vous avez la systolie ou bien l'activité électrique sans pouls. En fait, toute autre activité électrique, en dehors de la FV et de la TV, sont des activités non chocables. Par exemple, un patient qui fait une tamponnade, on peut garder une activité électrique alors qu'en fait on n'a pas de systole, parce que le cœur est comprimé. On ne peut pas choquer cette activité. Et du coup, on voit comme les QRS. Ouais, tu peux avoir PQRS. Par exemple, une autre complication, un patient qui fait un infarctus du myocarde avec une rupture de la paroi ventriculaire. Donc il va se vider dans le péricarde. Il n'y aura plus de systole, il est orienté, mais en fait on garde une activité électrique. Ça ne sera pas prolongé. Quand tu vas mettre ton scope, tu vas trouver une activité électrique. Donc on choque ce patient. Est-ce qu'il faut le sédater avant de le choquer? Il n'y a pas le temps là. Non. Il est en arrêt. Il est inconscient. Il sent pas. Définition de l'arrêt cardiaque, inconscient qui n'a pas de pouls. Ok. Qui veut interpréter la coronarographie? La coronarographie, c'est une angiographie sélective des artères coronaires. On a combien d'artères coronaires? Deux. Comment? On en a deux. Qui a dit 2, qui a dit 3? C'est pas faux. Donc 2 à l'origine, et après on a le tronc commun qui se divise en IVA circonflexe, donc on a 3 artères coronaires. Donc, mais à l'origine c'est 2. Donc, avec cette information, on sait qu'on va utiliser 2 types de sondes pour faire la coronarographie. Une pour la coronaire droite et l'autre pour la coronaire gauche. D'accord? Là, est-ce que c'est le réseau gauche ou droit? Gauche. Qui dit gauche, qui dit gauche. Quand vous avez beaucoup d'artères, c'est le réseau gauche. Parce qu'on a le tronc commun CX, IVA, avec les septales, les diagonales et les marginales. Donc ça, c'est le réseau gauche. Là, c'est le tronc commun. Ça, c'est la sonde de Corot. Est-ce que cette coronarographie a été faite par voie fémorale ou radiale? Pourquoi radiale? Ça vient du haut. Même si c'était en fémoral, ça va descendre puisqu'on est dans l'aorte ascendante. Ça va toujours descendre. Parce qu'en fait, la sonde, est-ce que tu vois cette sonde qui descend, c'est ça? C'est-à-dire radiale. Même si on passe en fémoral, on va passer par la crosse de l'aorte et on va descendre dans l'aorte ascendante. Est-ce que vous préférez radial en première intention? Ça, c'est sûr. On préfère la radiale. Dans 90% des cas, 95% des cas, on peut faire la radiale. Parce qu'en fait, si on passe par la voie fémorale, en face du RH6, on va voir la sonde passer dans l'aorte abdominale. D'accord? Donc là, on ne voit pas de sonde. Donc, obligatoirement, ça a été fait par la voie radiale. C'est pas très important. Donc ça, c'est le tronc commun. Après, on a l'artère interventriculaire antérieure. Vous voyez? L'IVA, c'est l'artère qui contourne la pointe. Sur le plan anatomique, la définition de l'IVA, c'est l'artère qui contourne la pointe. Et qui donne des artères septales et des artères diagonales. D'accord? Et sur la coronaire droite, c'est quoi l'anomalie?
ensuite, la coronaire droite, normalement, elle a la forme d'un C. Et là, on a une occlusion, on a un revue du produit de contraste au niveau de la coronaire droite moyenne. Ça, c'est la coronaire droite proximale, coronaire droite moyenne, coronaire droite distale. Donc là, on ne la voit pas, puisque c'est occlu à ce niveau. Et là, c'est un thrombus. D'accord? Donc ce qu'on fait, on passe un guide, et après, on gonfle un moment. Et là, on récupère la coronaire droite. Et est-ce que c'est une coronaire droite dominante ou dominée? Dominante. Je sais pas, mais dominante. Dominante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une artère qui a donné l'infarctus inférieur. Donc on a dit, si l'artère coupable est la coronaire droite, c'est celle qui est responsable de l'infarctus inférieur. Et là, quand vous voyez sur le plan anatomique, c'est elle qui donne l'interventriculaire postérieur. D'accord? Quel examen visée étiologique? En fait, c'est un patient qui va se dégrader par la suite. En fait, je ne vais pas rajouter. Le patient a fait des compensations cardiaques. Quel est l'examen à faire? Ça te rajoute quoi de trouver la probabilité. Tu veux prouver que le patient a bien un infarctus? C'est pour l'insuffisance cardiaque. ETT. En fait, si vous avez une complication d'infarctus, il faut faire l'échographie cardiaque en urgence. D'accord? L'échographie cardiaque, elle va faire dans les 24-48 heures, mais il faut la faire si on a une complication ou on suspecte une complication. D'accord? Donc c'est le TT. Qu'est-ce qu'il faut chercher à l'échographie cardiaque? Végétation. Comment? Les végétations. Ça, c'est l'endocardisme. Des conséquences. Ouais, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les complications de l'infarctus? Altération de la fraction d'éjection. Insuffisance cardiaque. Oui. Les troubles de la cinétique, ça s'appelle. Quoi d'autre? Trouble de la conduction. C'est pas à l'écho. Ça, c'est à l'oxygène. Péricardite, c'est pas une complication aiguë. Là, c'est un patient. Là, en fait, c'est toujours le cas clinique. C'est le patient qui fait l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La dilatation, c'est une complication un peu tardive. Comment? Thrombus, ça prend au moins 24-48 heures. Là, immédiatement, un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque, par exemple, on évalue le ventriculaire gauche, les troubles de la cinétique. On peut avoir une insuffisance mitrale par rupture de pilier, parce que le pilier, dans l'anatomie du pilier, c'est musculaire. Donc, on peut avoir une nécrose du pilier de la valve mitrale. Donc, il va lâcher, donc on va avoir une insuffisance mitrale. Donc, l'insuffisance mitrale, par une rupture ou dysfonction du pilier, on peut avoir une CIV. Là, par exemple, c'est une insuffisance mitrale. Ça, c'est l'oreillette gauche. Ça, c'est le ventricule gauche. Normalement, quand on est en systole, on a une éjection vers l'aorte. Et là, on a un reflux dans l'oreillette gauche. Donc, c'est une insuffisance mitrale. Et l'insuffisance mitrale va vous donner un OAP. Donc, à l'écho, on a trouvé une FE à 30% avec une akinésie inférieure. Du coup, ça colle avec le territoire. Une insuffisance mitrale modérée, ventricule dilaté, ce sont les signes de surcharge. Et on n'a pas trouvé d'argument pour une extension au ventricule droit. Parce que c'est un infarctus inférieur, il faut toujours chercher l'extension au ventricule droit. Quels sont les traitements à mettre en urgence pour l'OAP? Oxygène. Diurétique aussi? Diurétique. Je sais pas c'est quoi les dioxines, je sais pas. Pourquoi dioxine? C'est un bêta-bloquant, non? Ça, c'est dans les années 80. C'est un bêta-bloquant, c'est meilleur. Maintenant, c'est un de troisième intention. Ce n'est plus un traitement de première intention. Si
Mais avant, c'était ça, c'était que digoxine en traitement d'insuffisance cardiaque et diurétique. Vous avez un patient qui est en OAP. C'est quoi l'OAP? C'est le démédu pulmonaire, c'est l'insuffisance cardiaque gauche aiguë. Donc, on a de la congestion, donc il faut les diurétiques IV. Il faut donner des dérivés nitrés, parce qu'en général, c'est sur un mode hypertensif. Et on a l'oxygénothérapie, parce que le patient va suffoquer. Les complications, ça vous le savez, quand on a les complications rythmiques, on a les complications type trouble de la conduction, l'insuffisance cardiaque, les chocs cardio-chimiques, ensuite on a les complications mécaniques, et très tardivement, au-delà de 21 jours, on peut avoir la péricardite, c'est le syndrome de Dressler, et l'anévrisme du VG. Je pense qu'il y aura des questions sur les complications, c'est toujours des questions d'examen. C'est quoi les complications thrombotiques? Tu peux avoir un thrombus intravégeux. Ça, c'est le thrombus intravégeux. En général, c'est sur un anévrisme du ventricule gauche, ou bien sur un peu d'akinésie. Donc on peut avoir une hypokinésie ou akinésie. Donc ça forme un thrombus intravégeux. À ce moment-là, il faut l'anticoaguler. Maintenant, il y en a de moins en moins, parce que les infarctus sont vascularisés de façon très très précoce, en moins de 2 heures, alors que la nécrose, c'est 4 à 6 heures. Maintenant, c'est très rare. Quelles sont les classes thérapeutiques indiquées dans le traitement du fond chez ce patient? Bêta-bloquant. Bêta-bloquant. Inhibiteur de. Est-ce que tu as un moyen mnémotechnique? Non, Vas-y, simple. D'accord. Bêta-bloquant, vas-y. A. Antagoniste, non. Anti-agrégant. Anti-agrégant. S. Statine. I. Le C. Et C. C'est contrôle des facteurs de risque. C'est pas très long. Donc, pour la cardiopathie ischémique, l'ordonnance de sortie, c'est vas-y, bêta-bloquant. Ça va diminuer un peu la taille de l'infarctus. Le A, c'est les anti-agrégants. On en a 2. L'aspégique, on acide acétique salicylique, plus les anti-P2 et correctus, S-statine, IEC. Et là, pour ce patient, parce qu'il a une FEVG à 30%, on rajoute un traitement d'insuffisance cardiaque, c'est l'anti-aldostérone. Et il y a un autre élément médico-légal, c'est le nadispray, si récidive de douleur thoracique. Il a un BAV, on ne peut pas être bêta-bloquant. Ça a été réglé. Parce qu'en fait, quand tu revascularises la coronaire droite, le patient récupère. C'est un BAV plutôt nodal, qui est lié à l'ischémie. Quand tu traites la coronaire droite, il récupère immédiatement. Si ça persiste, en général, ça persiste dans les infarctus antérieurs, parce qu'on va avoir une nécrose au niveau du septum, donc le faisceau de vis va nécroser. Donc à ce moment-là, on est obligé de mettre un pacemaker. Oui. On lui met pas les autres traitements pour l'insuffisance cardiaque? Si. Là, on a déjà mis. En fait, ça chevauche un peu. Okay. Tu as les bêta-bloquants, c'est insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique. Les IECRA2, c'est insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique. L'anti-aldostérone, c'est un traitement d'insuffisance cardiaque. Et il reste le forxique. Et glyphosate, tout ça, on met pas? Oui, c'est forxique. Ah, ok. Glyphosate. Donc là, le bêta-bloquant, c'est pour réduire l'extension de la nécrose, ça diminue le trouble de rythme. Les anti-agrégants, ils sont à mettre même si on n'a pas fait d'angioplastie coronaire. L'indication de la double antiagression plaquettaire, c'est l'infarctus, c'est pas l'angioplastie. Et c'est 12 mois. Et on a un objectif de LDL cholestérol, par la suite, c'est 0,55. Là, je vais avancer un peu. Une patient a récupéré après son arrêt, il a une FEVG à 35% résiduelle. Est-ce qu'il faut lui mettre un défibrillateur?
Oui. Dans quel délai? En général, on les évalue au bout de 3 mois. D'accord? Donc, là, c'est dans le cadre de la suffisance cardiaque. Quand on a une FEVG inférieure à 35%, on commence par le traitement médical optimal. C'est le cadre fantastique. C'est le bêta-bloquant, anti-aldostérone, IOCR2 et l'iclofusine. Au bout de 3 mois de traitement médical, s'il garde une FEVG inférieure à 35%, il faut mettre un défibrillateur. Là, c'est pour l'assistance circulatoire si jamais le patient se met en choc cardiogénique. Ça sera très important. Est-ce que vous avez des questions sur le SCAST+? Oui. Par rapport aux patients qui seraient hypotendus, on ne pourrait pas leur donner du coup de la trinitrine, on leur donnerait quoi? Qui est hypotendu? C'est à la présentation ou par la suite? À la présentation, il est hypotendu, donc on lui donne. À la présentation, donc tu donnes pas. Et on donne quoi à la place? Et quand tu... Pas de trinitrine. Et du coup, comment on sait s'il est non ST+, ou s'il est ST+? Si on peut pas le Là, en fait, ça va être une autre question. Si tu as un patient hypotendu, la définition d'hypotendu chez un patient qui a un infarctus, c'est le choc cardiogénique. Imagine, tu as un patient qui vient pour un infarctus antérieur ou bien inférieur, avec une tension à 7. Une tension artérielle basse, persistante, tu vas doser tes lactates, tu vas avoir des lactates élevés, c'est le choc cardiogénique. Là, tu as un infarctus qui est grave d'emblée. Que ce soit ST- ou ST+, c'est une autre prise en charge. Là, tu vas mettre tout ce qui est dobutamine, noradrénaline, si besoin, l'assistance circulatoire, il faut qu'il aille en cours. Et quand tu vois le cours de SCAST-, de l'anesthésie, si tu as un anesthésie, un SCAST- avec un choc cardiogénique, c'est une indication à une coronarographie dans les 2 heures. Donc que ce soit ST+ ou ST- compliqué, c'est la coro immédiate. Okay. D'accord? Il y a d'autres questions pour le ST+ ou pas? Non? Donc, je vous pose la question. Si vous avez un patient qui a été mis sous double anti-agrégation plaquettaire et il commence à saigner, par exemple, il a une gingivorragie, est-ce qu'on peut arrêter les anti-agrégés? Comment? Un seul. D'accord. Donc un patient au bout d'une semaine commence à saigner un peu, tu peux arrêter. Je dis gingivorragie. Il faut toujours dire non. Vous n'avez pas le droit d'arrêter les anti-agrégants. En fait, si on arrête les anti-agrégants, c'est quoi le risque? C'est la thrombose de stent. Parce qu'en fait, le stent, c'est un alliage métallique qui est très prothrombogène. Donc, dès qu'on a un seul anti-agrégant, il peut être prothrombogène. Donc, il faut bien bloquer l'hémostase primaire avec la double anti-agrégation plaquettaire. Parce qu'en fait, si le patient thrombose son stent, ça devient un SCAST+ de nouveau. Et la thrombose de stent, elle est beaucoup plus grave que le SCAST+. D'accord? Il y a une limite de temps ou un examen complémentaire à faire, par exemple dans 3 mois, pour voir s'il continue de saigner ou s'il a perdu un point? Alors, si vous avez... En fait, la durée de la double anti-agrégation, c'est 12 mois dans les SCA. Dans les 50 ans, c'est 12 mois. On peut raccourcir ce délai chez les patients qui sont à très haut risque hémorragique à 1 mois. Mais il faut que ce soit vraiment justifié pour dire que le risque hémorragique est supérieur au risque ischémique. Donc on accepte que le patient fasse une thrombose de stent, qu'il fasse un deuxième événement cardiovasculaire, parce qu'en fait il y a le risque de saigner, s'il a un ulcère, s'il a par exemple une tumeur colique, c'est une chirurgie tumeur colique, et qu'il faut l'opérer rapidement. Donc on arrête les anti-agrégants, un seul anti-agrégant, c'est toujours les anti-P2 qui les tous. Il faut toujours garder l'aspégique. D'accord? Et ça, le délai minimum, c'est 1 mois. Et là, il faut appeler toujours le cardiologue. Mais pour vous, vous dites non, il ne faut jamais arrêter la double anti-agrégation. D'accord?
Deuxième cas clinique. 53 ans, tabagique, antécédent d'AVC hémorragique, qui consulte aux urgences, cours de l'ortho, depuis 10 jours, paroxystique, aux efforts modérés, non, aux efforts mineurs. Là, ça définit quel syndrome? Non, c'est un longueur. Depuis 10 jours. C'est un SCC. SCC, c'est au moins 28 jours. Et là, en plus, en fait, c'est 10 jours qui étaient aux efforts modérés, et là, ça devient aux efforts minimes. Donc, il y a un changement des caractéristiques de la douleur. Donc, c'est minimum encore instable. Et l'encore instable, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des syndromes coronariens. Donc douleur au muscle thoracique, atype de coulure, l'examen est quasiment normal. On fait le CG. Qui interprète? Vas-y. T'as 10 secondes. Sous-décalage, ok. En V2. En V2. En V2, c'est sous-décalé. Elle a des ondes T négatives. En V1 aussi, c'est sous-décalé. Un petit peu. Légèrement. Elle a des ondes T négatives en V3, V4, V5. Et peut-être bradycarde. On est à 60. On a 60 parce qu'elle n'est pas bradycarde. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un sus-décalage? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un sus-décalage? On a dit qu'il faut au moins 2 mm. 2 mm en V2. Moi, je ne vois pas de sus-décalage. En fait, c'est pas un sus-décalage. Et même si c'était que en V2, ça ne définit pas un territoire. Il n'y a pas de Une seule dérivation, ça ne définit pas un territoire. Il faut au moins 2 dérivations contiguës. Et en V1, V2, V3, c'est toujours les 3. Il faut V1, V2, V3. D'accord? C'est l'entéroceptal. Est-ce que par exemple V3 et V4, c'est territoire antéro-apical, mais c'est pas juste enfin, s'il y en a un, c'est le même territoire. V3, V4, c'est le même territoire. En général, il faut avoir V1, V2 avec. Parce que c'est la continuité. Tu ne peux pas avoir l'occlusion angulaire sur une seule branche, alors que tout le reste n'est pas touché. Donc là, il n'y a pas de sus-décalage. D'accord? Parce qu'on n'a pas de sus-décalage systématisé dans au moins 2 dérivations. Par contre, il y a les anténégatives. Bravo. Les anténégatives, elles sont de V2, V3, V4, V5, V6. Et en D1 à VL, ce sont des ondes T plates. Donc là, on a quasiment, au niveau du territoire antérieur, on a des ondes T négatives, ou au moins on sait en AVL, c'est normal qu'il y ait des PRS qui sont différents. En AVL? Ouais, les PRS. Ouais. Ils sont de la même taille partout. Ils sont de la même taille. Oui, mais c'est normal. Et est-ce qu'on considère qu'en AVL, il y a des zones plus grosses et plus petites? Ça définit pas l'entreprise. Au moins le carreau, le tiers, donc là, on a des modifications électriques. On n'a pas de sus-décalage. On l'a dit, on suspecte un syndrome coronarien aigu. Là, il n'y a pas de sus-décalage, donc c'est pas un syndrome coronarien aigu. C'est sans sus-décalage ni segment restreint. On est d'accord. Et on a des modifications dans quel territoire? On a des modifications dans quel territoire? Quand on parle de modification, c'est les troubles de la repolarisation. Avec le latéral aussi. Donc c'est l'antérieur étendu. C'est quelle artère? L'hiver. Bravo. D'accord? Quand on a dit tout à l'heure, on cherche le sus-décalage. Le sus-décalage, on localise l'ischémie. Si on n'a pas de sus-décalage, on cherche les troubles de la repolarisation, que ce soit sous-décalage ou bien anténégative, et c'est ce qui va définir le territoire de l'ischémie. Là, on a un antérieur, donc c'est quelle artère? C'est quelle artère?
L'antérieur, c'est quelle artère? IVA. L'IVA. En fait, c'est la question. Vous allez avoir quelle artère probable? Si. Si tu as l'antéroceptal, c'est l'antérieur étendu. Et tu sais, la diagonale, elle est de l'IVA. Donc on a des antés négatives, ok. Donc un ECG normal, il n'y a pas de diagnostic. Dans les SCA, ST-, on peut avoir un sous-décalage, un sous-décalage transitoire, des inversions tentées. Donc on reprend de l'ortho qui évoque un syndrome coronarien aigu. Si ce n'est pas un sous-décalage persistant, on va passer soit un ECG normal, soit des anomalies du segment ST ou bien alimenté. À ce moment-là, on va faire la stratification du risque. Chez ce patient, on va faire une stratification du risque pour savoir si c'est vraiment très grave ou pas. C'est grave quand ça entraîne de la nécrose. Et la nécrose, c'est la troponine. Donc on fait un dosage de troponine. Si vous avez une troponine augmentée, c'est l'infarctus. La troponine égale infarctus dans le contexte ischémique. D'accord? On peut avoir une troponine élevée dans le contexte de myocardite, insuffisance rénale, dans le contexte ischémique, douleur thoracique, d'origine ischémique. Si on a une tropo élevée, c'est l'infarctus. Donc là, en l'occurrence, on a un syndrome coronarien aigu avec modification de CG et des troponines élevées, c'est l'infarctus. C'est le NST, c'est non-ST elevation, le cardiac infarction. Et si on a des troponines négatives, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'infarcissement, donc c'est encore instable. Est-ce qu'on doit faire une coronarographie chez un patient qui a un syndrome coronarien aigu avec une augmentation de la troponine? Oui. Parce qu'en fait, sur le plan anatomopathologique, on va trouver une rupture de plaque avec des lésions au niveau d'une artère. Il faut aller stenter ces artères. Donc la tropo était augmentée, alors on était à 150. On retient le SCA à 100 sur le décalage du segment ST. Et parmi les traitements suivants, quels sont les traitements qui relèvent de la prise en charge initiale? Aspirine, pas haut. Quoi d'autre? Donc on a dit aspirine, fondaparinus. Rivaroxaban, c'est un anticoagulant. Donc en anticoagulant, on a dit qu'on va mettre du fondaparinus. Donc on peut s'arrêter au fondaparinus. Le rivaroxaban, c'est quelle famille? AOD. AOD. Et c'est un anti-10 ou anti-2? 10. Ouais, d'accord. Et comment vous retenez l'anti-10 et anti-2? Il y a un X dedans. Comment? C'est qu'on se fait un 2, l'application, c'est d'accord. Et le X, c'est 10. Apixaban et rivaroxaban, c'est X, c'est 10. D'accord? Ok. Les dérivés nitrés, on peut les utiliser si vous avez un patient qui a un SCA ST- avec une douleur persistante. D'accord? Un point très important pour la gestion des syndromes coronariens aigus, un point très très important, si c'est un SCA ST+, il faut utiliser des antalgiques type morphine. D'accord? Si c'est un SCA ST-, on n'a pas le droit d'utiliser la morphine. D'accord? Il faut avoir un diagnostic. Quand vous recevez un patient qui a un SCA ST+, c'est une occlusion artérielle. Donc là, on est sûr que c'est un infarctus. Donc on utilise la morphine pour le soulager, qui va être directement au courant. Par contre, dans les SCA ST-, ça prend du temps. Parce qu'il va y avoir un point de troponine, un deuxième point de troponine. Et si vous donnez de la morphine, le patient va être soulagé. Vous allez le laisser infarcir tranquillement. Par contre, si vous avez un patient qui a un SCA ST-, par exemple, imagine cette patiente avec cette ECG, mais elle a toujours mal, elle doit aller en poro dans les 2 heures. C'est des LTV du SCA ST+. Et si vous lui donnez de la morphine, elle va être soulagée et elle va farcir en 2 heures. D'accord? Donc quand vous faites le diagnostic, vous dites c'est bon, j'ai retenu SCA ST- trop au plus, ou peu importe, et je décide de l'emmener en coro, à ce moment-là, tu peux gérer la douleur avec il faut
pas que la morphine cache la dose. Et maintenant, dans les nouvelles recommandations, on ne donne plus une double antirégulation plaquettaire pour les SCA ST-. Donc si on vous dit on donne un deuxième antirégulation plaquettaire, il faut dire non. Okay. Le deuxième antirégulation, c'est pour le SCA ST+, pas le SCA ST+. L'atropos, ça vous savez, c'est un marqueur de glucose, il commence à augmenter dès la première heure. Pour l'atropos hypersensible, et pour l'atropos normal, c'est au-delà de 4 heures. On fait toujours un cycle de troponie, parce que il faut voir la cinétique de la troponie. Vous avez une coronographie pour la dame, c'est toutes 2 heures. Si la patiente garde la douleur avec les modifications de CG, même s'il n'y a pas un ST+, il faut faire la coro dans les 2 heures. Dans le précédent, vous avez dit antécédent d'AVC. Quand AVC, c'est pas une contre-indication. Une contre-indication à quoi? En fait, elle a un antécédent d'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique, quand on a mis AVC hémorragique, ça sous-entend une contre-indication au prasugrel et au ticagrelor. D'accord? Les anti-P2 et Y12 type prasugrel et ticagrelor sont contre-indiqués s'il y a un antécédent d'AVC hémorragique. Donc à ce moment-là, c'est le cas où on utilise la clopidogrel dans les SR. D'accord? Donc la patiente récidive cellulaire, elle persiste malgré le rajout de résorbant. Le résorbant, c'est des dérivés pour dilater les coronaires et les autres vaisseaux. Quelle est la réponse vraie concernant le risque et le timing de la revascularisation? C'est 2 heures. 2 heures, ok. Est-ce qu'elle est au risque ou très haut risque? Donc, SCA ST- avec une douleur persistante, c'est très haut risque, il faut faire la coro dans les 2 heures. C'est l'équivalent d'un SCA ST+, l'équivalent d'une occlusion artérielle. Le deuxième cas, pour les SCA à très haut risque, c'est le cas du choc cardiogénique. Enfin, un SCA ST- avec choc cardiogénique, c'est quand même ST+. C'est une prise en charge urgente. Après, si on a un choc réfractaire, si le patient fait l'arrêt cardiaque, s'il fait des troubles du rythme, il faut faire la coronarographie dans les 2 heures. D'accord? Si on n'a que la troponine qui est augmentée, ça peut attendre 24 heures, si le patient n'a plus long. Donc la patiente a été transférée pour la coro. Là, c'est quel réseau coronaire? Gauche. Gauche, bravo. Et on l'a dit, on s'attend à quelle artère occluse ou rétrécie? Comment? Interventriculaire antérieure. Et là, effectivement, là c'est le tronc commun, et là c'est l'IVA. Et à ce niveau, on a une sténose. Donc il faut juste la traiter. Donc elle a eu son angioplastie avec poste d'instinct actif. Et à la biologie, au bout de 48 heures, on a une augmentation de la créatine. On suspecte une toxicité rénale pour les fautes de contractilité. Quel est le mécanisme de cette insuffisance rénale? Je l'ai dit tout à l'heure. Une crosse tubéraire. Ça, il faut retenir les complications de la coronarographie. D'accord? On peut avoir un hématome de bouche d'infection, on peut avoir une thrombose de l'artère radiale, on peut avoir une dissection coronaire avec les sondes, on peut disséquer une artère coronaire, on peut entraîner des AVC, en passant par les AVC, ça peut être une attaque, l'insuffisance rénale aiguë, il y a l'allergie aux produits de contrastivité, il y a la maladie des embryons de cholestérol, le patient peut décéder. Pourquoi c'est un microsubère? C'est le mécanisme de l'insuffisance rénale avec le produit de contraste. C'est la toxicité rénale des produits de contraste. C'est la créatine qui augmente. Comment? C'est la créatine qui augmente dans le. En fait, la créatinine. Pourquoi c'est pas le glomérule qui a attaqué quand la créatine augmentée? J'ai pas compris. Développe. Pourquoi c'est pas une atteinte glomérulaire quand la créatine est augmentée? La créatine augmentée dans le cadre d'insuffisance rénale. Donc la filtration va diminuer. D'accord? Donc ça va augmenter la créatine. Ça définit l'insuffisance rénale aiguë. Le mécanisme, ça peut être glomérulaire, d'accord? Ça peut être pré-rénal.
Quand c'est une atteinte glomérulaire, on a une protéinurie. D'accord? Mais là, on n'a pas cherché. D'accord? Là, c'est une nécrose tubulaire aiguë, c'est connu que l'organisme pour l'insuffisance rénale post-PDC, le contraste. Concernant la stratégie à long terme, quelles sont les bonnes réponses? Amir. Moi j'ai envie de dire tout. Tout? Non. Statine avec un objectif LDL cholestérol à 0,55. Bah oui, c'est parce qu'il est considéré comme à haut risque, non? Très haut risque. Très haut risque. La prévention, parce que là on est en prévention secondaire, et la prévention secondaire c'est le très haut risque. Double antiagrégation pendant 6 mois, puis arrêt d'un antiagrégant. Ouais. Faux. Vous n'avez pas parlé de simple anti-agrégation tout à l'heure. La double antiagrégation c'est 6 mois? Ah. C'est 12. Le syndrome coronarien aigu c'est 12 mois. L'angor stable c'est 6 mois. Et ça c'est pas stable. Comment? Ça du coup c'est pas stable. On avait la troponine augmentée, donc sevrage tabagique. Oui. Régime diététique pour encode. Et Ça change pas rien le fait de manger peu de cholestérol. Ça change rien? Je crois qu'on nous avait dit ça. On nous avait dit ça à un moment. C'est pas manger les triglycérides qui est mauvais, mais pas le cholestérol, un truc comme ça. C'est le cholestérol qui est mauvais pour les artères. Donc on en mange. Mais c'est tout parce qu'on recycle. Ah ok. Je n'ai pas compris. En nutrition, on nous avait dit que manger du cholestérol, c'est pas ça qui fait qu'on prend beaucoup de cholestérol dans le sang, c'est les triglycérides. Les triglycérides, c'est surtout un risque métabolique. Diabète, pancréatite, coronaire et artériel, c'est le cholestérol. Ah, t'as raison. Vous avez un syndrome coronarien aigu, non ST+. Donc pas avant la coronarographie, donc pas une double antiagrégation plaquettaire. Quand vous voyez le patient, vous donnez une simple antiagrégation plaquettaire. Si on trouve une lésion coronaire, à ce moment-là, on donne une double antiagrégation plaquettaire. D'accord? C'est ça la nuance. Parce qu'on a découvert pas mal de SAST- qui ne sont pas vraiment des ST-. Donc on donne une double antiagrégation au début. Le patient pour un risque hémorragique élevé, et parfois on trouve des patients avec multiples lésions qui nécessitent une chirurgie, un pontage, alors qu'on ne peut pas compter les patients sous double antiagrégation plaquettaire. Maintenant, on a dit, pour les SAST-, simple antiagrégation à l'arrivée, on fait la choro. Si on trouve des lésions coronaires, on met un stent, on met la double antiagrégation. D'accord? Et le traitement par la suite, chez cette patiente qui a été stentée, c'est 12 mois. C'est clair ou pas, SAST-? Oui. Donc SAST+, c'est une occlusion totale de l'artère, ST-, c'est une obstruction partielle. Troisième cas clinique. En fait, il faut voir. Mais en fait, on ne peut pas autoriser avant un mois d'arrêter la double antiagrégation. Parfois, on est obligé d'arrêter chez des patients qui vont être opérés de façon urgente. Par exemple, il y a un patient qui fait une rupture du col du féminin, qu'il faut opérer rapidement. On ne peut pas lui dire qu'il faut attendre un mois pour être opéré. À ce moment-là, on fait un relais avec un autre type d'antiagrégant. On garde toujours, on peut opérer sous cardégique, sous respiration. Le deuxième antiagrégant, on a des antiagrégants par voie intraveineuse qui ont une demi-vie de 2 ans. Donc, juste avant la chirurgie, on arrête la perfusion, on opère le patient, et après on reprend. Donc, il va avoir une simple antiagrégation juste le temps de faire sa chirurgie. Donc, on diminue le risque de thrombose de site. Mais les saignements minimes, il faut juste les gérer, les accepter. Mais parfois, avec des rectoragies vraiment minimes, on accepte et on n'arrête pas la double antiagrégation. Donc là, c'est un patient qui a 57 ans, qui vous consulte. Vous voulez participer? C'est un patient qui a 57 ans,
qui vient vous voir pour une HTA. Donc il a comme antécédent une appendicectomie, il est en surpoids, et son père a fait un infarctus à l'âge de 50 ans. Son traitement, c'est ramipril, c'est un inhibiteur d'enzyme de conversion. Quand ça finit par pril, c'est inhibiteur d'enzyme de conversion. Ça, vous le savez. Ramipril, perindopril, lésilopril, tous les prils sont des inhibiteurs d'enzyme de conversion. Quand ça se termine par sartan, ce sont les arados. Comme les artans, losartan, herbésartan. D'accord. Quand ça finit par lol, ce sont les bêta-bloquants. Bisoprolol, acétolol, nubicolol. Donc là, c'est un patient qui est hypertendu, sous 5 mg de ramipril, et à l'examen, on trouve une tension à 12, avec une bonne fréquence cardiaque, à la biologie, glycémie à jeun, correct, LDL cholestérol 1,65, HDL à 0,5, il n'y a pas de protéines dans les grands athlètes urinaires. On va parler un peu du risque cardiovasculaire. Quand tu finis par artan, c'est quoi comme médicament? Sartan, c'est les arados. Les arados. Arados, c'est l'antagoniste de récepteur l'angiotensin. Quelles sont les propositions correctes? Adrien. 57 ans, HTA. Ah, mais ça, c'est pas un facteur de risque. D'ailleurs, si son père a fait un infarctus. Ouais. Mais en vrai, il est âgé là, 50 ans. C'est pas avant. Avant 50 ans. Okay. Avant 55 ans. Ok. Le risque cardiovasculaire est estimé à 3 à 4%. C'est pas Comment on calcule le risque cardiovasculaire? Le score. C'était bien ça? Score. Et maintenant, il y a score 2, il y a score OP. Il y a 3 types de scores. Vous avez trouvé dans le collège le score. Il y a aussi score 2 et il y a le score OP. OP, c'est pour les sujets âgés. Donc là, il faut qu'on se mette en petit tableur. Sexe masculin. Sexe masculin, on va se mettre de ce côté. Tabac, 57 ans, c'est ce carreau. Cholestérol total, on est à 2 grammes 4, ça fait 6 millimoles. Du coup, on va se mettre à ce niveau. Et une tension à 12. Du coup, on a à peu près à 3% de risque. Vous êtes d'accord ou pas? Ça, c'est le score qui a été mis à jour. C'est le score de nous. Mais il faut le connaître. Donc ça, c'est le score. En fait, selon le score, on va définir le niveau de risque. On a des patients à faible risque modéré, risque élevé et risque très élevé. Si on a un score inférieur à 1%, c'est un faible risque. Entre 1 à 5%, c'est un risque modéré. Par la suite, si on est entre 5 et 10%, ou bien si le patient a une insuffisance rénale, diabétique, où on a un facteur de risque qui est vraiment très marqué, à ce moment-là, on est à haut risque. Et le très haut risque, on l'a dit tout à l'heure, c'est la prévention secondaire. Donc s'il a déjà eu un infarctus, un excès, artériopathie du membre inférieur. S'il a un score supérieur à 10, insuffisance rénale chronique sévère, ou bien un diabète avec autre facteur de risque majeur. D'accord? Donc notre patient, il est à risque modéré. Ça a été actualisé avec le score 2. Le score 2, ça évalue surtout le risque à 10 ans d'événements mortels et non mortels. Événements fatal, non fatal. Ça associe l'infarctus et l'AVC. En pratique, vous pas le score. En fait, ce qui est recommandé actuellement en cardio, c'est le score 2. Mais ce sont des patients de vie
qui vient consulter, tu vois, à 40 ans, 50 ans, et tu vas lui donner un conseil pour évaluer son score et le risque d'événement cardiovasculaire dans les 10 ans. D'accord ? Pour lui donner un conseil pour les règles génétiques, dire vous avez un 5% de risque de faire un AVC, un infarctus, il faut faire très attention, il faut bien prendre soin de son diabète, etc. Ça permet de responsabiliser un peu les patients. D'accord ? Ce sont des études à large échelle. Et l'HTA, elle est traitée ou elle est pas traitée? Enfin, si elle est traitée, on met l'HTA traité ou pas pour calculer le score? Ouais. Parce qu'en fait, l'HTA, le chiffre tensionnel, il faut le considérer sous traitement. Donc tu vas lui montrer, s'il contrôle sa tension, son risque va baisser. Tu vois, quand on prend le tableur, si tu as une tension, par exemple pour le même patient qui a ici une tension à 16, il est à 13% de risque. Et s'il contrôle bien sa tension, il descend à 58%. Donc ça permet de responsabiliser les patients, parce que ce sont des maladies chroniques. Là, on ne parle pas de patients qui ont des infarctus ou de patients qui sont symptomatiques. C'est un patient qui te consulte dans un cabinet pour un bilan cardiovasculaire. Tu prends la tension c'est le dépistage. Pour une tension à 17, tu dis on va calculer votre score. Si on agit sur la tension, si on contrôle le niveau d'LDL cholestérol, on va baisser votre risque cardiovasculaire. D'accord? Donc maintenant, c'est score 2. Et le score 2, c'est entre 40 et 69 ans. Ça ne s'applique pas au sujet âgé. Donc ils ont développé un deuxième score pour le sujet âgé, c'est score 2 OP. OP, c'est Paul Paulson. On a l'âge, le cholestérol total et HDL. Ça nous permet de calculer le non-HDL, la pression artérielle, le sexe féminin masculin et s'il est fumé. Donc, pour le même patient, on avait un risque de 3 à 4% selon le score. Et actuellement, avec la nouvelle recommandation, on a un sexe masculin, tabagique, 57 ans. On va se situer dans cette tranche d'âge. Une pression artérielle à 125 et non HDL. Tout à l'heure c'était le cholestérol total, et là c'est non HDL. Non HDL 1,9. 1,9, on va se situer à ce moment. Du coup, ça nous fait un risque à 8% pour ce patient d'événements cardiovasculaires fatal. C'est pas que la mortalité, c'est un risque d'événements cardiovasculaires, AVC et infarctus du myocarde. C'est le même patient, il a deux scores différents. Là, il est considéré à haut risque selon ce tableur et à risque modéré selon le score. Quelles sont les propositions correctes? Moi j'aurais mis 2, 3, 5. Non, 2, 4, 5. 2. On a dit que c'était un risque à 8%. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Qui coche 2, 3, 5? 2, 3, 5, ça tombe mieux sur les diabétiques. LDL cholestérol inférieur à 1 g. Et le contrôle bilan lipidique dans un bon 3 mois. T'es sûr, Annie? Non, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord? Un risque élevé, à 8%, c'est considéré comme un risque élevé. C'est pas très haut risque, mais c'est de haut risque. Est-ce que vous commencez par les règles médiatiques ou bien vous commencez par les statistiques directement? 1, 3, 5. Je trouve que je me suis trompé en fait dans le 1, normalement je mets 0,7. Donc 1, 3, 5. L'objectif pour le haut risque c'est 0,7. Le risque modéré c'est 1, 1. Donc 1, on est d'accord. Il faut commencer par le traitement, par les statines. Parce qu'il a 8% de risque. On commence par les statines. L'objectif de LDL c'est 0,7 et le contrôle bilan lipidique dans 3 mois. D'accord? Ça c'est selon score. Non, ça c'est score, parce qu'on était à 3-4, donc on était dans la catégorie
Je reprends. Pour vous montrer, en fait, vous avez trouvé dans le collège le score et le score 2. Pour le même patient, on a un score, on était à 3% selon le score, donc il est considéré à risque modéré. Avec le nouveau tableur, c'est un risque, c'est un haut risque. Donc ça change. Donc si c'était avec le score, c'était 2, 3, 5. Mais avec le score 2, on est à 8%. Donc ça, il est surclassé. Donc on passe plutôt à un traitement plus règle du jeu génétique, objectif de LDL à 0,7 et un bilan à 3 mois. C'est le score 2 qui favorise. Maintenant, c'est ce que j'en fais dans le collège. Pour nous, c'est une recommandation aussi. C'est le score 2. C'est pas pour la fin du. Non, c'est plus logique. Et ils vont le mettre sur un écran. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut avoir des cases de chaque catégorie en fonction artérielle plutôt de. Ouais. Oui. Des cases. Ouais. Avec des pointages. Tout. Ouais. Mais non, mais c'est payé. Oui. C'est pas plus fort, tu as un tableur. Ah, il y a pas de. Oui. Le score, il va prendre le score. Alors, c'est 1, 4, 5. C'était le périodique. Même pour les Écosses, tu auras le tableur. Bon. Le même patient, M. G, il revient 2 ans plus tard, en consultation. Là, il décrit une douleur thoracique quand il monte 3 étages, ou quand il marche en pente, à type de pression. Et là, ça fait à peu près 1 an. Et qui cède avec l'effort, mais il fume toujours. Alors, c'est quoi votre diagnostic? Encore d'effort. Encore d'effort. Et si on utilise le rebond syndromique, c'est chronique. Non, la nouvelle nomenclature, c'est syndrome coronarien chronique. Est-ce que c'est un encore stable ou instable? Stable. Pourquoi stable? Il arrête à l'effort. Ça arrête à l'arrêt de l'effort. L'arrêt d'effort, et surtout, ça évolue depuis 10 ans. Ah non, c'est supérieur à 1 à 2 mois. C'est stable. L'encore instable, on l'a dit, c'est la SCA ou un ST noir avec une troponie négative. C'est soit un encore de repos prolongé, sur les caractéristiques, en fait, quand il arrête l'effort, la douleur ne disparaît pas au bout d'une à 2 minutes. C'est l'encore de nouveau, donc c'est au moins de 2 mois. Ça évolue depuis au moins d'1 mois. Et là encore crescendo, c'est-à-dire en fait l'intensité de la douleur, elle augmente au fil du temps. Et c'est un syndrome coronarien aigu. Quels sont les examens complémentaires de première intention? C'est un encore stable. Retour à la maison, pas obligé d'hospitaliser. C'est un encore stable. Il te voit en fait en consulte, ça fait 1 an qu'il a cette douleur. Juste parce qu'il a trouvé un rendez-vous, donc il a consulté. Oui, c'est en même ça, mais il y a d'autres choses à dire. Mais il y a rien. Ok, le CG. Le CG, ok. La bio. La bio. Et j'aurais mis le bilan lipidique. Bilan lipidique, glycémie à jeun. Trop bon. Non. Non, bravo. Échographie cardiaque. Voilà. Et pourquoi tu demandes une AFS? Vu que c'est un rendez-vous de contrôle. Non, il est pas tendu, monsieur, non? Comment? Il est pas tendu. Il est tendu. On voit une AFS. Il y a une deuxième chose. L'encore d'effort, peut-être un encore fonctionnel sur une anémie. D'accord? Donc il faut chercher les autres causes d'encore stable. Sur une anémie, on peut faire de l'encore d'effort.
Comment? Je crois que c'est facile à faire. Pour le moment, il n'y a aucun intérêt de plaquer, parce qu'on ne va pas mettre de traitement anti-alcoolique. En général, tu donnes tout à l'heure. À ce stade-là, on n'a besoin que d'hémoglobine pour chercher l'angor fonctionnel. La deuxième chose, il faut faire le CG. Le CG, il faut le faire. Après, ça peut ne pas être urgent. Mais en fait, il faut prescrire un ECG. L'échographie cardiaque. Pourquoi on demande une échographie cardiaque? Regardez, le PPV. Non, pour le rétrécissement aortique. Parce qu'en fait, une deuxième cause d'angor d'effort, c'est le rétrécissement aortique. C'est quoi les 3 symptômes du rétrécissement aortique sévère? De max paralysie. Dyspnée d'effort, symptômes d'effort et encore d'effort. D'accord? Ce sont les 3 signes. Ok? Bilan lipidique et cytogène. Donc l'atropo, elle n'a aucune indication dans le syndrome coronal chronique parce qu'en fait, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle est juste au moment d'effort, qui n'est pas prolongée, elle ne passe pas 3 à 4 heures. Donc le CG de repos était strictement normal. Normalement, dans l'angor d'effort, dans la plupart des cas, le CG est normal. Parce que la symptomatologie et l'ischémie survient à l'effort, donc il faut stimuler le cœur pour avoir les signes. Donc le DT trouve une bonne FE, pas trop d'acinétique, pas de photopathie, une glycémie à jeun à 1,12. Glycémie à jeun à 1,12, vous pensez à quoi? C'est diabète. Pas de glycémie à jeun. Comment on fait le diagnostic du diabète? Vas-y, ok. Si on a plus de 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée ou plus de 1,26. Avec des signes cardinaux. Comment? Avec des signes cardinaux. Ok. Oui. 1,26 à 2 Une troisième. Non, pour la SLD, c'est pas un critère. Il y a la GPE aussi. Oui, il y a des cas de femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, il y a toujours la GPE pour retenir le diagnostic de diabète. D'accord? Comment? Le CG normal, tu l'as renvoyé chez lui. Le patient est content, mais il va revenir te voir pour d'autres examens. Qu'est-ce que tu prescris? Il reste encore 2 minutes. Là, on t'a demandé quel examen diagnostique fonctionnel permettant la localisation de l'atteinte ischémique. C'est très très précis. On va déchiffrer. C'est quoi un examen fonctionnel? C'est quoi un examen fonctionnel? Yéfina. Oui. Est-ce que le coroscanner évalue la fonction? C'est un examen anatomique. Donc là, l'examen fonctionnel, il faut stimuler le cœur. D'accord? Donc c'est soit SINTI, soit IRM, soit ECG, soit échographie d'effort. La deuxième précision, un examen qui permet la localisation de l'atteinte ischémique. Est-ce que vous êtes d'accord que l'ECG d'effort localise l'ischémie? Il a dit non. Comment? Non, mais t'as raison, en fait c'est bon. L'ECG d'effort ne localise pas l'ischémie. En fait, on a toutes les
les dérivations, mais à l'effort, on n'arrive pas à localiser l'ischémie. Donc ça, il faut le retenir. Donc l'ECG d'effort, l'épreuve d'effort, c'est un très mauvais examen pour chercher l'ischémie cardiaque. Donc il faut l'oublier. L'ECG d'effort. Nous, par habitude de langage, on dit épreuve d'effort pour l'ECG d'effort. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les électrodes ne sont pas les mêmes. Et quand on a un effort, l'ischémie, elle est assez étendue. Elle n'est pas vraiment localisée à un seul endroit. Tu peux avoir 2-3 lésions, par exemple au niveau du vigueur, c'est assez complexe. Donc tu peux avoir une ischémie bien séquenciée au niveau d'un seul territoire. Donc le CG d'effort, pour retenir le CG d'effort positif, il faut avoir un sous-décalage, c'est surtout en latéral. Et en général, quasiment pas mal de patients qui ont un CG d'effort positif, alors qu'ils n'ont pas d'ischémie. À l'effort, tu augmentes le besoin en oxygène, donc on a un sous-décalage quasi systématique à l'effort. Mais ce sous-décalage, il est quasiment, sur un cœur sain, il est ascendant, le sous-décalage est un peu ascendant. Quand c'est pathologique, c'est descendant. Mais on n'arrive pas à bien localiser l'ischémie. Ce n'est plus intéressant. Le CG d'effort, on le fait quasiment plus. D'accord? On le garde juste pour des indications rythmiques. Par exemple, un patient qui fait des troubles du rythme, c'est pour chercher une hyperexcitabilité vers l'effort. Et pour analyser, dans le cadre de la cardiopathie ischémique, on le fait plus de façon isolée. Après, on est obligé toujours de faire des études d'effort, mais associées à la scintigraphie, associées à l'échographie d'effort. Mais on ne va pas analyser le CG, on va analyser l'autre examen. Mais on est obligé de monitorer le patient pendant l'effort. D'accord? Si on te demande un examen qui localise l'ischémie, un examen fonctionnel qui localise l'ischémie, c'est plus le CG. Comment? Exactement. Parce qu'en fait, si je te dis c'est quoi les complications de la cardiopathie ischémique, c'est l'arrêt cardiaque. On craint l'arrêt cardiaque à cause d'occlusion coronaire ou bien l'ischémie qui donne des troubles du rythme. Donc toi, tu suspectes une cardiopathie ischémique, tu entraînes un effort, le patient peut faire l'ITG. Il peut faire l'arrêt cardiaque. Il faut qu'il soit monitoré. Donc la réponse, c'est scintille, qui arrête le stress, et échographie d'effort. Vous êtes d'accord ou pas? Il ne faut pas cocher le coroscanner. Vous vous rappelez de tout ce qui est valeur prédictive négative, valeur prédictive positive? Le coroscanner a une très bonne valeur prédictive négative. C'est un examen très sensible. Ça veut dire quoi? Il peut éliminer, si c'est négatif, si c'est négatif, il élimine la maladie. D'accord? Mais il détecte en trop. Il est très très sensible. Donc tu peux avoir un coroscanner positif, mais le patient n'a pas de maladie. D'accord? C'est comme la troponie. La troponie, c'est un examen. Ou bien la dédimère. On peut prendre l'exemple de la dédimère. Si les dédimères sont négatives, on n'a pas de maladie. Si les dédimères sont positives, donc on opte pour un traitement finalement pour une écho d'effort. Quelles sont les contre-indications de l'écho d'effort? Il nous reste encore 3 minutes. Donc, tout le monde parle en même temps. Quelles sont les contre-indications de l'écho d'effort? Est-ce que quand vous voyez un patient qui a une tension à 22, est-ce que tu autorises l'écho d'effort? C'est max. En général, ces patients ne doivent pas pédaler. Déjà, ils vont augmenter la tension de moins 70 mm. Tu ne peux pas finir à 28 de tension. Infarctus latent de moins de 5 jours. Rétrécissement aortique serré asymptomatique.
symptomatique. Insuffisance cardiaque non compensée, c'est-à-dire décompensée. C'est une contre-indication. Insuffisance cardiaque. Et l'infarctus, pour nous, c'est 5 jours. L'augmentation de cardio, c'est 5 jours. Je ne peux pas avoir un patient qui vient de faire un infarctus du myocarde, au bout de 2 jours, je l'entraîne dans un test d'effort. C'est pas possible. Je ne peux pas te dire qu'il faut l'autoriser à 48 heures. D'accord? Ça, c'était l'épreuve d'effort. En général, quand on fait le test d'effort à l'ECG, vous allez avoir tout le temps ce sous-décalage, surtout en fait en latéral. D'accord? Pour dire que c'est positif. Donc l'échographie d'effort a montré une hypokinésie sévère en inférieur. Ça, ce sont les territoires. Ça, c'est le territoire inférieur. D'accord? C'est quelle artère? Inférieur. Coronaire droite. Donc c'est un examen qui était positif cliniquement, électriquement, échographiquement. On suspecte une atteinte de la coronaire droite. Là c'était sacro. Il y avait une sténose au niveau de la coronaire droite. Après l'angioplastie, on a traité cette artère. Quel est le traitement préconisé? 3, 4. Très bien. En fait, pour le Bangor stable, c'est 6 mois. On peut raccourcir jusqu'à 3 mois. D'accord? Voilà. On va pas faire Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, bah merci.